pour les victimes des attentats de Bruxelles lors du procès. Des éventuelles réponses approchent. Lors d'une audience préliminaire, la justice fixe l'agenda de cette procédure qui devrait durer 8 mois. Premier discours du nouveau roi d'Angleterre face aux parlementaires. Charles III se rend ensuite en Écosse pour une procession funéraire. L'état de santé de Ratko Mladic se détériore d'après son fils. L'ex-chef militaire serbe de Bosnie purge une peine de prison à perpétuité pour génocide. La marche des fiertés de Belgrade aura-t-elle lieu? Les autorités serbes menacent d'interdire l'événement. Il s'agit de la première étape d'un procès fleuve. La cour d'assises de Bruxelles a ouvert lundi par une audience préliminaire la procédure des attentats de Bruxelles. Le 22 mars 2016, 3 djihadistes se sont fait exploser à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et dans la station de métro Malbec, en plein cœur du quartier européen. Ces attaques ont coûté la vie à 32 personnes et ont fait plus de 340 blessés. Les débats débuteront en octobre, mais ce premier rendez-vous, pour fixer la procédure et le dérouler, a permis de présenter les accusés devant les juges. Louis Van Ardois fait partie des victimes. Il y a 6 ans, il a perdu dans le métro sa compagne, Mi Altegrim, une illustratrice suédoise de 30 ans. Il souhaite réparation, mais ne se fait guère d'illusions. Je n'attends pas spécialement une rédemption de la part des accusés. On a vu au niveau des attentats de Paris qu'ils ne semblaient pas vraiment revenir sur leur position et ne pas demander spécialement pardon ni quoi que ce soit. Et de toute manière, s'ils me demandaient personnellement pardon, je ne pense pas que je serais capable de leur accorder. Hospitalisé à 2 reprises, victime de crises d'angoisse, Louis Van Ardois ne compte pas se rendre tous les jours au procès. Il craint en effet de réveiller des traumatismes. Je suis inquiet, oui, car rien que par la foule, ce sera déjà intimidant. Et je ne sais pas comment émotionnellement je vais tenir à la vue de personnes qui ont participé à cette série d'attentats. Louis Van Ardois se pose de nombreuses questions sur cette journée du 22 mars, mais il se demande s'il sera capable de parler aux accusés. J'appréhende car je ne sais pas comment je vais me situer par rapport à eux. Je ne sais pas si j'aurai envie de reparler personnellement ou si au contraire aucun mot ne me viendra ou si ma colère sera toujours présente, je n'en sais rien. J'ai peut-être peur que ma colère disparaisse tout d'un coup ou alors qu'elle soit trop exacerbée. Ce procès compte près d'1 millier de parties civiles qui réclament justice. Les débats devraient durer 8 mois. La contre-offensive ukrainienne a chassé les forces russes de la quasi-totalité de la région de Kharkiv, reprenant plus de 3000 km² de territoire au cours des derniers jours. C'est plus que ce que les forces russes avaient conquis au cours de toutes leurs opérations depuis le mois d'avril. Regardons de plus près la dernière évaluation de l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Voici la carte de l'évolution de la contre-offensive depuis le 5 septembre. Vous pouvez voir les forces ukrainiennes se retirer dans certaines zones, atteindre la frontière avec la Russie et couper les lignes d'approvisionnement que vous pouvez voir en jaune sur cette carte. Le ministère russe de la Défense annonce le retrait des troupes de la ligne Balaklia-Izium, présentant de manière erronée ce retrait comme un regroupement des forces, objectif soutenir les efforts russes dans la direction de la région de Donetsk. Cette déclaration, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, reflète la fausse explication du Kremlin concernant le retrait russe après la bataille de Kiev en mars de cette année. Selon le groupe de réflexion, les forces russes ne procèdent pas à un retrait contrôlé, mais fuient le sud-est de la région de Kharkiv pour échapper à l'encerclement, notamment autour d'Izium. Les forces russes ont déjà affaibli l'axe nord du Donbass en redéployant des unités de cette région vers le sud, plus précisément vers Kherson, où les troupes ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive avec des combats intenses dans ces localités. Selon le ministère britannique de la Défense, au sud près de Kherson, la Russie a probablement du mal à faire avancer des réserves suffisantes de l'autre côté du fleuve Dnipro jusqu'à la ligne de front.
L'artillerie ukrainienne à longue portée frappe maintenant si fréquemment les traversées du fleuve que la Russie ne peut pas réparer les ponts routiers qui sont endommagés. Garantir la sûreté des installations nucléaires de la centrale de Zaporijjia. Ukrainiens et Russes seraient prêts à établir une zone de sécurité autour de la plus grande centrale d'Europe, aujourd'hui contrôlée par l'armée russe. C'est en tout cas ce qu'annonce le directeur général de l'AIEA lors d'un point presse ce lundi. Le dernier des 6 réacteurs encore en fonctionnement a été mis à l'arrêt ce week-end. Selon les informations dont nous disposons, les Ukrainiens essaient de consolider le problème de l'alimentation électrique externe, y compris, si possible, par la restauration d'une partie des lignes électriques externes. Mais comme vous le savez, dans certains cas, ces lignes se situent dans un territoire sous contrôle russe. Donc cela pourrait être un peu délicat. Mais l'effort que nous voyons, c'est d'essayer de maintenir l'usine opérationnelle. Début septembre, une délégation de l'AIEA se rend sur le site de Zaporijjia. Sur place, Raphaël Grossi parle d'une situation intenable en raison de bombardements sur le site et dans ses environs. Il affirme que l'intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises et réclame l'instauration d'une zone de sécurité pour éviter un nouveau Tchernobyl. 2 inspecteurs sont restés sur place pour surveiller le terrain. That my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. Le nouveau roi Charles III a reçu ce lundi les condoléances des présidents de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes. Le souverain s'est adressé pour la première fois au Parlement britannique, où il a affirmé ressentir le poids de l'histoire et vouloir suivre l'exemple de sa mère. Je suis profondément reconnaissant pour les adresses de condoléances de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes qui englobent de manière si touchante ce que notre défunte souveraine, ma mère bien-aimée la reine, représentait pour nous tous. Comme l'a dit Shakespeare à propos de la première reine Élisabeth, elle était un modèle pour tous les princes vivants. Charles III s'est ensuite rendu avec son épouse en Écosse, où repose la dépouille de la reine Élisabeth II. Son cercueil doit être exposé pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, au terme d'une procession avec à sa tête le nouveau roi. Mardi, le corps de la reine sera transporté à Londres à bord d'un avion royal. Un dernier voyage chargé d'émotions, jusqu'aux funérailles nationales, le 19 septembre. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, est hospitalisé depuis plusieurs jours. Son état de santé se serait dégradé depuis le mois de mai, d'après son fils. Ratko Mladic purge actuellement une peine de prison à perpétuité à La Haye, aux Pays-Bas, pour crimes de guerre. Il a été reconnu coupable notamment de génocide pour son rôle dans le massacre de Srebrenica, dans lequel quelques 8000 hommes et adolescents musulmans ont été tués en juillet 1995 par les forces serbes de Bosnie. Ratko Mladic a été arrêté le 26 mai 2011 à Lazarevo, dans le nord de la Serbie, après 16 ans de cavale. Sa condamnation a été confirmée en juin 2021. La marche des fiertés pourra-t-elle avoir lieu samedi à Belgrade? L'inquiétude est de rigueur dans la communauté LGBT alors que le défilé est sous menace d'interdiction de la part du gouvernement serbe. Les organisateurs ont protesté ce lundi à l'ouverture de l'Europride qui se tient sur plusieurs jours. Goran Miletic est le coordinateur et pour lui, une interdiction n'empêchera pas les gens de se rassembler pour cette marche des fiertés. Nous irons certainement marcher. En tant qu'organisateurs, nous pouvons dire aux gens de ne pas venir si c'est interdit, mais les gens sont choqués par l'idée même d'interdire la Pride. Sur le plan politique, la question est délicate. Le président serbe Aleksandar Vučić et sa première ministre veulent éviter les tensions et ne pas tendre leurs relations avec l'Union européenne. Sur le plan sociétal aussi, le sujet est sensible dans ce pays où l'Église orthodoxe jouit d'une forte influence. Beaucoup de fidèles et de religieux ont manifesté dimanche à Belgrade. Nous ne pouvons pas permettre à cette idéologie de changer le modèle de société avec lequel notre peuple vit depuis toujours, explique le chef de l'Église orthodoxe serbe. Nous sommes déjà confrontés aux fruits de l'ingénierie silencieuse de cette idéologie LGBT, dit-il.
Fin août, le président Vučić avait évoqué les récentes tensions au Kosovo pour annoncer un report ou une annulation de la marche. Une décision définitive doit être prise ce mardi par la police.